C'est quoi? Ah, merci. Du Conseil de l'Europe. Bien, ça ne bouge pas. Ah oui, c'est sur le côté. Alors, je vous écoute. Favoriser la mobilité. Pour lutter contre la xénophobie, contre la discrimination, ça veut dire, et contre je crois que d'autres peut-être créer ou établir une mesure dans l'apprentissage, l'enseignance et l'évaluation des langues. Ça sert à mesurer? Mesurer, oui. C'est un outil de mesure. Pas seulement pour mesurer, c'est pas seulement pour l'évaluation, c'est pour planifier les méthodes, pour enseigner, pour apprendre et pour évaluer aussi. Oui, alors ça c'est l'outil en lui-même, il sert à ça. Donc là, ce serait plutôt les fonctions. On est plutôt sur la question 2. Mais à la base... Moi, j'ai mis avoir des références communes pour apprendre, enseigner et évaluer les langues. Très bien. Là, on a les mots-clés, on a référence commune, base commune. C'est ce que tu allais dire? Et moi, je voulais dire faire de l'enseignement de la langue une unité et défendre que la langue soit enseignée de la même façon partout. Oui, alors on a cette idée, l'unité, ce que toi tu appelles unité, ce que toi tu appelles référence, c'est une base commune, un standard, voilà, une structure commune, voilà. Donc ça date de quelle époque? Vous vous souvenez de division des politiques linguistiques? 80. Non. Qui dit mieux? 1991. 1991 apparaît donc la division des politiques linguistiques du Conseil de l'Europe et apparaît donc la volonté pour ce Conseil de l'Europe de créer une base commune via un cadre, le cadre européen de référence des langues. Ok? Donc ce cadre, il décrit ce que les apprenants doivent apprendre pour communiquer. Il énumère les connaissances et habiletés à acquérir pour une communication efficace et il définit les niveaux de compétences. Dans la deuxième partie, donc, Angela a commencé à y répondre. Quelles sont les fonctions du cadre européen pour les langues? J'ai mis à harmoniser le niveau d'évaluation des compétences. Très bien. Harmoniser le niveau d'évaluation des compétences. Quoi d'autre? Ce que tu disais tout à l'heure? Le niveau des élèves. Définir le niveau des élèves, oui. Mm-hmm. Dans un... Oui. Faciliter la mobilité, hein, ce que tu as dit, effectivement, faciliter la mobilité des étudiants, puisque maintenant, on sait que leur niveau va être le même partout. Quoi d'autre? Mm-hmm. Ce que nous a dit Angela, hein, c'est une aide pour l'élaboration des programmes de langue dans les différents pays, les programmes d'apprentissage. C'est aussi au niveau... Est-ce qu'il y avait une base sur la méthodologie aussi d'apprentissage ou pas forcément? La méthodologie sur comment ils doivent apprendre sur comment le professeur doit enseigner? Non. Non, parce que ça... Enfin... Si et non, parce que finalement, on l'a dit depuis le début, on avait fait le lien entre la formation précédente sur les courants méthodologiques, où dans les courants méthodologiques, on abordait l'approche actionnelle. Si ça oriente le professeur, parce que là, le professeur, il ne va pas parler en termes linguistiques, mais en termes langagiers.
Donc ça a forcément une conséquence sur sa manière d'enseigner. Parce que donc l'approche actionnelle qu'on a vu, où on a un objectif d'apprentissage qui ne passe pas seulement par le linguistique, mais aussi par la communication, on est finalement dans la manière dont on va enseigner. Parce que si il me disait, alors, en premier niveau, en A1, il faut que tu abordes le présent, que tu vois les adjectifs qualificatifs, je n'enseignerai pas de la même manière que si dans le cadre, actuellement, on ne parle pas en termes comme ça, mais plutôt en termes de communication. Donc, s'il y a forcément un impact sur la méthodologie du professeur. Donc ça, un point que vous n'avez pas abordé, l'évaluation. Alors cette évaluation, elle peut être de différentes formes. Je veux dire l'uniformisation aussi de l'évaluation à l'échelle internationale, pour avoir les mêmes validations de compétences, etc. Très bien, les mots, tu les as. Il me manque le mot certification. Effectivement, on évalue, on certifie. Donc ça apporte aussi, ce cadre apporte aussi une certaine organisation des certifications. On a parlé des examens. Comment ils s'appellent les examens? Vous vous souvenez? Le DELF, le DALF, qui permettent. Ces évaluations sont d'ordre positif. Ça aussi, le mot positif, l'évaluation positive, on en a parlé la semaine dernière. Et puis, il y a aussi, on était en termes d'évaluation, il y a aussi l'auto-évaluation. Vous vous souvenez qu'à l'intérieur du cadre, on peut aussi trouver que le professeur, que l'étudiant lui-même peut s'auto-évaluer. L'auto-évaluation ou le portfolio est né avec le cadre commun, le cadre européen commun de référence. OK ? Nous continuons avec qu'est-ce que la perspective actionnelle? Qu'est-ce qu'elle apporte de plus par rapport à l'approche communicative? Des tâches par rapport à l'approche communicative et l'ajout des tâches. Tout à fait. Ok, on est sur l'idée de tâches dans la perspective actionnelle. Tout à fait. Ce qui... Oui? Est-ce qu'on peut dire aussi que c'est la démarche la plus récente qui est défendue par le CECL? Oui. Oui. Tout à fait, oui. Et puis, donc, il y a l'idée, on a vu tout à l'heure, donc derrière la tâche, il y a l'idée de contexte qu'on n'avait pas forcément dans l'approche communicative, de contexte et de contrainte, du coup. On met un cadre autour d'une situation de communication à travers la tâche. Ok. Qu'est-ce qu'une tâche? C'est un ensemble de situations communicatives que nous mettons en exécution pour obtenir un résultat observable. Par exemple, faire une exposition d'art, par exemple, à l'école. Oui. Donc tu as même mis un exemple. Ok. Oui. Quelle est la différence entre une tâche et une activité? C'est un ensemble d'activités, une tâche. Et une activité, c'est c'est pour faire, c'est savoir-faire, c'est la tâche. On dit, c'est pour ça que j'ai dit, nous mettons en exécution, c'est-à-dire qu'on l'a fait. Oui, je pense que tu as bien résumé quand tu as dit effectivement la tâche, ce sont plein de micro-activités qui, ensemble, vont être motivées pour avoir un produit final, un produit fini, un projet, effectivement. Les activités. Tout à fait. Les outils pour atteindre l'objectif qui est la tâche. Ok. Finalement, que la tâche a un objectif précis. Oui, un objectif mesurable finalement. Ok. Les 4 domaines de compétences. C'est la dernière fois, je crois que c'est toi justement qui les avait cités, ces 4 domaines. Ah oui. Les 4 domaines personnel, Personnel, professionnel,
éducationnel et quelqu'un? Ah bah alors là, il y en avait plein qui avaient séché sur cette question. Les 4 domaines de compétences. Public. Public. Ok. Dans les compétences générales, le cadre distingue 4 domaines. La somme des connaissances. Alors, les savoirs, tout à fait. La somme des connaissances. Les savoirs, très bien. La somme des connaissances, tout à fait. Les savoir-faire. Le transfert entre les savoir-faire et les savoir-apprendre. On ne peut pas définir comme apprendre à apprendre. Apprendre à apprendre. Alors, essayez de vous souvenir. Oui. La capacité de mise en pratique des connaissances dans différentes situations. Capacité de mise en pratique, oui. Oui, c'est ça. Pour résumer, ça serait les habilités. Hein? Vous vous souvenez de l'histoire de la voiture? Pensez à l'exemple de la voiture. On avait évoqué quand on sait conduire une voiture, quand on sait le code, quand on apprend à conduire réellement la voiture, les ronds-points, etc. Hein. On avait cet exemple pour expliquer les savoirs, savoir-faire, savoir-être. Communiquer sur les codes de société, non? Oui, ça peut être ça, mais ça on va plus les retrouver dans les compétences sociolinguistiques qui sont juste après, je crois. Moi, j'ai mis comment je suis et jusqu'où je veux apprendre. Oui, en fait, comment je suis, oui, c'est les traits de la personnalité. Effectivement, hein, le savoir-être, c'est la personnalité de l'apprenant, c'est ses dispositions à apprendre. Ok. Et les savoirs apprendre. Comment est-ce que je vais apprendre? Oui, la méthodologie. Très bien. Ok. Savoir apprendre. Pas forcément. C'est plutôt comment je vais y arriver. Comment je vais apprendre. Donc on parle plus de la méthodologie ici. Pourquoi je ne peux pas descendre mon document? Ah bah alors là. Hop. Alors, citoyenneté. Voilà, 7. Dans les compétences à communiquer, langage germain, le cadre distingue la compétence linguistique. Qu'est-ce que la compétence linguistique? Qu'est-ce qu'on appelle la compétence linguistique? La connaissance de la grammaire et de la construction de la langue. Alors c'est la grammaire, c'est la construction de la langue, comment on appelle ça? Il y a un mot un peu savant, la morphosyntaxe, hein, construction des phrases, la morphosyntaxe. Quoi d'autre? La phonétique, ouais. Le lexique, très bien. Ok. Donc ici, on est dans les compétences linguistiques. La compétence sociolinguistique, tu l'as dit Andino tout à l'heure. C'est les codes socioculturels. Tout à fait. Se débrouiller. C'est bien la société dans laquelle on est. C'est les rituels, la codification. Oui, hein, c'est tout ce qui... les règles de politesse, les codes sociaux, c'est la main qui signifie que... La compétence pragmatique maintenant. Compétence pragmatique. Le savoir avec le bon sens et la logique. Est-ce que... connaissance mobilisant le bon sens et la logique. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Alors, vas-y, exprime-le avec peut-être un exemple.
dans un même exercice, pouvoir remobiliser les compétences si on a une logique derrière qui montre à l'apprenant qu'une fois qu'il a maîtrisé cette logique, il pourra accomplir une tâche, l'activité proposée. Oui, on n'est pas loin. On n'est pas loin. Effectivement, en fait, la compétence pragmatique, ce qu'on appelle... Alors, c'est les savoir-faire, mais ici, pour pas retomber dans... pour pas que ça fasse un cercle vicieux entre la 6 et la 7 où on n'en sort pas, la pragmatique, c'est l'étudiant, il est en train de travailler pour atteindre un objectif. Donc, par exemple, on lui demande d'écrire une lettre. L'objectif de sa lettre, c'est qu'il se plaigne du voisinage, par exemple. Ok ? Donc, la compétence pragmatique, c'est le discours qu'il va employer dans cette lettre. D'accord ? La compétence pragmatique, c'est la cohésion. C'est est-ce que le texte est cohérent ? D'accord ? La fameuse cohérence et cohésion dont on va reparler quand on reparlera de l'évaluation, quand il y aura l'atelier sur l'évaluation. C'est ça en fait, hein, c'est réussir à avoir une production qui correspond à ce que l'on attend de l'étudiant. Qu'elle soit orale, qu'elle soit écrite. Quel type d'évaluation est prôné par le CECR ? Positive, non ? Tout à fait, l'évaluation positive. Et comment cela apparaît-il dans les descripteurs ? Valoriser les points que l'élève a acquis selon son niveau. Tout à fait. On ne parle pas de lacunes, mais on parle d'acquis. Très bien. OK. Quels sont les mots-clés ? Vous vous souvenez de ce petit tableau ? Alors, en A, élémentaire, A1, ouh là là, le survie, il est un peu plus par là. Découverte, hein, découverte, introductif. D'accord ? Le A2, Le découpage des valeurs, c'est pas survie. survie. Très bien. Intermédiaire ou de survie ? Ok. B, on est face à un utilisateur indépendant qui en B1 atteint le niveau seuil, très bien. En B2, il est indépendant ou avancé. En niveau C, expérimenté, très bien, expérimenté. C1, autonome. C2, maîtrise. Parfait! Alain est le bon élève sur ce coup-là. Et donc, je vous demandais en dernier de donner des exemples de tâches possibles pour des apprenants en A1. Oui, Amélie? A1, se présenter, saluer, un vocabulaire de base, savoir prendre congé. Alors là, ce sont des actes de communication, ce ne sont pas des tâches. Écrire une carte postale, très bien. Alors, savoir se présenter, c'est un acte de communication, ce n'est pas une tâche. Si par exemple, vous me dites savoir se présenter à une salle de classe, savoir se présenter à la classe, là, on est dans un contexte tâche. Et encore, hein, il faudrait préciser un peu plus, cadrer un peu plus. La tâche, comme on disait tout à l'heure, apporte certaines contraintes. Quoi d'autre en A1? Une conversation avec une personne qui parle d'entre. Non, parce que là on est sur, là on serait sur une méthodologie. Si tu penses en termes de méthodologie, sur une méthodologie, répète les couleurs en fait. Savoir rentrer un taxi à la maison. Par exemple, prendre un taxi, commander au restaurant, d'accord ? En A1, on doit savoir commander au restaurant un plat, d'accord ? Décrire sa maison, très bien. La maison, non, décrire sa maison. Ouais, son lieu d'habitation, très bien, ok. Acheter quelque chose,
Hein. Niveau B2. En B2 le voyage. Regardez un film en VO. Alors oui, mais ça, c'est pas une tâche, ça, c'est une compétence. En fait, vous confondez compétence et tâche. Tâche, c'est ce qu'on est capable de faire, mais de faire en termes langagiers, en fait. Parce que quand tu regardes un film, tu es passif. Mais alors, si après le film, par exemple... Oui, si après le film, il y a un débat, d'accord, le niveau B2 permet de débattre. De débattre. À l'écrit, un niveau B2 Oui, j'ai mis rédiger une lettre à votre ami en m'y invitant à visiter l'Équateur. Alors là, on n'est pas sur du B2. Ça, c'est une tâche, c'est très bien. Okay. Tu es sur une tâche écrite, mais ce n'est pas dans le bon niveau. Justement, ça va être les activités après. Ce qu'elle vient de dire, quel niveau ce serait? Répète. J'ai dit rédiger une lettre à votre ami en m'y invitant à visiter l'Équateur. A2. Invitation, on est sur du A2. Et puis tout ce qui est visite, équateur, le petit côté sympa. En B2, rédiger un compte-rendu. Oui, là on serait à la limite du C1, mais oui, un compte-rendu, oui, un petit compte-rendu. En B2, on est sur, pour reprendre la lettre, je me dis c'est bon, elle a le B2. C'est écrire une lettre ou répondre à une lettre de plainte, par exemple. Une lettre de motivation. D'accord ? En B2, on est capable de rédiger une lettre de motivation. Une réclamation, etc. En C2. Une thèse, oui, un rapport, oui. Une dissertation, c'est plus du B2, hein, une dissertation. En C2, on est capable d'écrire effectivement thèse, rapport, critique littéraire. Sans obstacle sur n'importe quel sujet. Oui, mais là, tu es sur une compétence. Okay. Si tu me dis débattre d'un sujet politique ou je ne sais pas, tu vois, si tu précises le cadre, on est sur une tâche. Lire n'importe quel livre. Lire n'importe quel livre. Quel que soit le sujet. Alors oui, mais là encore, il faudrait préciser, puisque une tâche implique de mettre un cadre. Donc ça voudrait dire, par exemple, lire un magazine de critique littéraire. Là, on est sur une tâche. Écouter les experts dans les ententes. Par exemple, un participant qui à l'improvisation. Il serait quel niveau? Lui, participer là, dans un sujet comme ça, spontané. Il y a 30 secondes de réflexion. Il est capable de faire une prestation. Tantôt, on avait parlé de film, mais moi, je dirais plus faire une représentation théâtrale. Sans préparation, on est sur du C2. C2, l'improvisation. B2, il y a forcément un temps de préparation. C1, C2. En fonction du contexte. Il y a l'improvisation télévisée. Ah, mais les matchs d'improvisation, on en fait à partir des petits niveaux. Mais après, une improvisation d'ordre de ce qu'on est en train de faire. Par exemple, si je vous demande, voilà, vous avez 3 minutes pour vous consulter et faire une présentation ici face à nous, sans préparation, on est sur déjà un bon niveau, hein, sur du C. Ok, alors je vous ai préparé un petit fascicule. On a toujours dit qu'on travaillait en classe 4 compétences. Quelles sont-elles? Vous pouvez me les rappeler? C'est la même chose. L'expression et la compréhension. Ok, compréhension orale, compréhension écrite, expression orale, expression écrite. Donc, je vous ai choisi une compréhension orale, une compréhension écrite, une expression orale. Donc, on va voir un étudiant filmé et une expression écrite. Ah, ben d'ailleurs, l'expression écrite, j'ai le sujet. Bon, rien qu'avec le sujet. On va essayer, sur cette base-là, de situer les niveaux de ces évaluations. D'accord ? Donc, compréhension orale.
je vais d'abord vous distribuer les questions. Donc, vous allez regarder les questions et ensuite, on va écouter. Déjà, avec les petites questions, vous allez essayer de repérer quel niveau je pense évaluer en fonction des mots qui sont dans les questions. Je vais aussi les projeter. Regardez les questions, vous lisez les questions et vous essayez de voir dans les questions les mots qui pourraient vous orienter plus vers un niveau A, un niveau B, un niveau C. Non, parce que en fait, toute la partie compréhension orale appartient à un seul même niveau. Mais vous commencez, en lisant les questions, à estimer ce niveau finalement. On va écouter donc ce qu'un étudiant de ce niveau en question écouterait. Qui sont en fait des marécages d'où on peut observer en fait une biodiversité libanaise, les oiseaux migrants, et en laissant en fait un espace de reproduction et aussi de pédagogie, parce que les marécages de Hamid qui sont en fait sur une propriété privée amènent beaucoup d'écoliers, de lycéens, etc. pour venir visiter, observer les animaux, pour comprendre un petit peu comment les animaux évoluent dans un environnement naturel. Pour miser sur l'écologie au Liban, il faut être particulièrement patient et tenace. Alors, on est sur quel type de document? C'est quoi? C'est une chanson? C'est quoi? Une interview? Une description? C'est un article. Alors, un article, c'est en presse écrite. Interview. Alors, interview, on serait plus sur les questions-réponses. Donc, c'est une critique littéraire. Présentation. C'est un livre? Un article. Un reportage. Très bien. Un reportage radiophonique. OK. Donc, on est sur un reportage radiophonique, on est sur un document authentique. Hein. En termes de compétences pragmatiques, ici, qu'est-ce qu'on attend de l'étudiant dans cette compréhension par rapport aux questions que vous voyez? En pragmatique. Qu'il arrive à retenir les plus d'informations possibles. Oui, très bien. Reconnaître l'information demandée. Oui, ok. Alors c'est important hein, qu'il ait au préalable lu les questions, etc. Ces questions, est-ce que c'est exactement ce que l'on entend ou est-ce qu'il y a une reformulation entre ce... C'est exactement ce que l'on entend. Ok. Est-ce que c'est dans le même ordre ou est-ce que c'est dans un ordre différé? Non, il y a un ordre. Dans le même ordre, c'est-à-dire qu'on a les questions et l'étudiant entend hein, la production et suit les questions. Il n'a pas à courir d'une question à l'autre en fonction de ce qu'il a entendu. Ok. Alors, vu la complexité maintenant linguistique, les mots utilisés tant dans le reportage que dans les questions, est-ce que ça vous semble d'un niveau élémentaire, d'un niveau seuil? C'est vrai. Non, c'est déjà un niveau B. Moi, je pense B2. Oui, tout à fait. On est sur du B2, tant par la complexité que par la rapidité hein, de la compréhension. Tout à fait. À partir du B2, ils peuvent comprendre, reconnaître des francophones, hein, des accents francophones. C'est à partir du B2. Alors, bon, là, l'accent libanais n'est pas très, très prononcé, mais... Mais diriez-vous que c'était des Libanais? Les Libanais sont francophones, sont considérés. Qui parlaient? La présentatrice, non. L'autre, oui. Oui, oui. Il y avait un petit... un brin d'accent. C'était subtil. Hein. Mais disons qu'en B2, on peut en tout cas comprendre sans difficulté tout accent. Le vôtre aussi. Au moins en B2.
on est tous B2. Ok. Hein, vous avez vu aussi la complexité des mots. Si je reprends la question sur l'écotourisme, que suscite l'écotourisme au Liban? Une polémique, un intérêt politique, un dédain, un engouement. C'est pas des mots faciles, hein. Engouement, dédain, suscité. Donc effectivement, on est sur du B2. D'accord? Ok. On passe maintenant à la compréhension écrite. Donc encore une fois, vous allez lire le texte et vous allez lire aussi les questions. Ah, il y a une photocopie blanche. Oh bah oui, un petit peu plus. Hein? Alors lisez le texte, les questions, malheureusement j'essaie de voir si j'ai l'original pour vous le montrer. Oh ben, je l'ai en version numérique. Ce texte, donc l'interview de Florence Foresti, est à quel temps? Présent? C'est au présent? La totalité du texte est au présent? Présent, passé, passé composé. Hein. Elle raconte la tournée qu'elle est en train de terminer ou qu'elle a terminée. Donc il y a quand même une grosse partie du texte qui est au passé quand même. Donc présent, passé composé. Ok. Un peu de futur avec j'ai l'intention de, après. Un peu de subjonctif. Oui. Alors après, vous savez qu'un étudiant n'est pas censé tout comprendre dans une compréhension écrite ou dans une compréhension. Il y a une partie de compréhension globale du texte et une partie de compréhension fine. Si les questions portent sur la partie au subjonctif, on considère que l'étudiant doit l'avoir acquis, doit savoir ce que c'est. D'accord ? Si les questions portent sur des points de langue, mais qui ne traitent pas, par exemple, le subjonctif, on peut considérer que l'étudiant va comprendre le sens sans forcément connaître le point de langue en question. D'accord ? Il vous a semblé difficile, ce texte, à première lecture ? Non ? Ok. Les questions ? Où et quand se termine la tournée ? Elles suivent un ordre aussi. Oui, tout à fait. Elles suivent l'ordre du texte. Peut-être un peu plus de développement que la compréhension orale. Que la compréhension orale ? Mais comme pourquoi? Parce que l'autre, c'était vrai, faux, choix de réponse, un mot de compréhension, mais là, il y a un pourquoi, il y a une mini-rédaction aussi. D'accord, ok. Quand je dis une question de développement, c'est la justification, ok. Maintenant, la difficulté du document source, c'est-à-dire la difficulté du reportage audio et la difficulté du texte en question ici. En principe, il est plus facile de comprendre un texte écrit qu'un texte audio. Ah bon ? Alors, ça, je dirais que ça dépend beaucoup de la culture de l'étudiant, enfin de la langue source finalement de l'étudiant. Nous, ici, on est quand même entre de l'espagnol et du français, sur deux langues qui se ressemblent. Donc, une compréhension orale sera plus facile pour des étudiants. Et généralement, dans des examens comme le DELF, les étudiants ont de bien meilleures notes à l'oral, en compréhension orale, qu'en compréhension écrite. Puisque quand on lit en français, il y a la difficulté que ça ne s'écrit pas comme ça se prononce. Donc, généralement, l'écrit est plus difficile pour un étudiant, en tout cas. Mais ici, dans les deux documents, lequel vous semble le plus difficile pour un étudiant ? Écouter le reportage, qui est finalement un reportage vraiment tiré de la radio, ou ici, ce document de cette interview ? Ce thème-là est plus simple pour
Ouais, Et ça, c'est plus oui. Ce thème-là est plus simple, effectivement. Alors, les questions, peut-être effectivement, tu as raison, on demande un petit peu plus d'élaboration, de réponse, mais les questions en soi sont-elles vraiment difficiles? On est sur du quel est le thème, où, quand, qui, hein, les fameux qui, les fameux en anglais les 4 W, hein, en français, donc le qui, quoi, quand, comment, hein, on est sur des questions relativement simples. Donc, on serait sur quel niveau? B1? C'est pour ça que je vous ai demandé de regarder plus en détail le texte. Hein. On est sur des temps simples, le passé composé, un futur, mais c'est un futur proche, j'ai l'intention, ou un A2. On est sur du A2. A2, vous remarquerez, les mots sont relativement simples aussi, le vocabulaire est simple. Mais c'est simple aussi, c'est le passé, qu'est-ce que la tournée, le futur, une ou deux activités. À part ça, c'est pas le... Voilà, on n'est pas dans... tout à l'heure, on disait le voyage. Vous parliez du voyage, Alain. Le voyage, on est plus sur du B1. Ici, on est sur un thème simple. Qu'est-ce que tu as fait la semaine dernière? Enfin, qu'est-ce que tu as fait pendant ta tournée? Qu'est-ce que tu vas faire ou qu'est-ce que tu as l'intention de faire la semaine prochaine après la tournée? Donc, on est vraiment sur le proche, d'accord, de la personne en question. Ça aurait pu être... Là, c'est Florence Foresti, ça aurait pu être Angela Espinosa qui nous dit ce qu'elle a fait le week-end dernier, ce qu'elle va faire la semaine prochaine. D'accord? On est sur la personne en soi. Moi, j'ai 2 points. J'ai relevé un plan. Immédiatement partant, appelez-moi Florence. Oui. Je vous en prie. Un élément de politesse qui est tout de suite, qui est dès le départ, qui est là. J'ai remarqué ça, puis je ne sais pas, j'ai réagi. Peut-être qu'on... C'est quelle compétence? Sociolinguistique. Ok, non, c'est pas... Et après ça, le deuxième point, est-ce que le fait de répéter la question dans notre réponse, ça a un élément de simplicité, le document simple? Si tu n'as pas compris la question, on répète. La répétition, là, ce que j'ai l'intention de faire après, c'est une bonne question. La question, c'est qu'allez-vous faire après? Et elle répond, c'est une bonne question. Non, oui, c'est des codes sociolinguistiques, ça encore. Non, mais c'est très français. Tu as la question dans la réponse. Oui. On répète les 4 éléments, les 10 commandements sont... 10 commandements sont... C'est très répétitif. Oui, alors là, bon, l'objectif était aussi de recréer, quand on a fait ce document, de recréer un certain naturel que l'on peut avoir dans une interview. C'est-à-dire que quand on te pose une question, tu peux penser à la question et en la répétant, du coup, ça te laisse le temps d'y répondre, en fait. Donc, du coup, voilà, c'était pour recréer un petit peu ce contexte-là. OK, on passe à la suivante. La suivante, c'est l'expression écrite, où là, vous avez 2 sujets. Vous avez bien les 2 sujets, n'est-ce pas? Je ne sais pas ce qu'elle m'a fait. Et donc le texte de coach. Oui, c'est ça. Le sujet 1, votre ami Lucas, 23 ans, vous a écrit. Lisez ce message. Alors, vous lisez d'abord le message, puis la consigne, d'accord? Vous allez essayer de me répertorier ce que vous attendez de votre étudiant en termes de compétences pragmatiques
et de compétences linguistiques. Qu'est-ce que vous attendez Sur la première consigne. sur la première consigne? Qu'est-ce que vous attendez de votre étudiant en termes de compétences pragmatiques et de compétences linguistiques? En d'autres termes, qu'est-ce que vous attendez comme type de production? D'accord? Et qu'est-ce que vous attendez à l'intérieur de cette production en termes de lexique, grammaire, ok, syntaxe? Est-ce que vous attendez des phrases simples, des phrases un peu complexes? Est-ce que vous attendez du futur? Est-ce que vous attendez du présent? Est-ce que vous attendez une carte postale? Est-ce que vous attendez une lettre? Non, un peu plus. C'est évidemment une opinion. Alors, Une opinion. vas-y, note. Notez. Prenez 2 minutes pour noter toutes les compétences. Réponse qu'il va communiquer à Lucas. Hein. On est d'accord que ça, ce n'est pas la production de l'étudiant. OK. Tu peux juste fermer la porte du coup parce qu'il y a un cours qui va commencer dans peu de temps et ils vont passer. Juste tu la... Voilà. Non, vas-y. Tu la tires. Yes. Alors, ici, quelles sont les compétences pragmatiques que l'on attend de notre étudiant? Savoir rédiger un courrier électronique. Oui, une réponse électronique. Une réponse courte, oui. Et concrète. Ok. L'utilisation d'un registre familier puisqu'il s'adresse à un ami. Rédigez la réponse que vous enverrez à Lucas, votre ami. Oui. Mhm. C'est aussi une compétence pragmatique ou pas, le registre? Le registre, c'est plus... généralement, c'est dans les compétences pragmatiques, oui, parce que sociolinguistique, ça apparaît dans le pragmatique. OK. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y aura? C'est une lettre, enfin c'est un message court, donc électronique, mais de quel ordre? Familier, oui, ce qu'on a dit du registre. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'on attend comme, en termes de contenu? Est-ce un conseil, très bien. Un conseil, ok. Une capacité de résolution de problème? Oui. Déterminer la problématique. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la compréhension? Bien déterminer le problème de son ami. Oui. Alors, faire peut-être un bilan de ce problème. Il a 12 lignes. Donc, du coup, il faut que ça soit quand même assez court, hein, où il va apporter des conseils, où il va éventuellement résoudre le problème que Lucas a. D'accord? En termes linguistiques, qu'est-ce qu'on attend? On peut parler de l'utilisation du conditionnel? Oui, tout à fait. L'utilisation du conditionnel pour le conseil. Du futur, oui. Si c'est le conditionnel, c'est le futur. Quoi d'autre? En termes de lexique, quel type de lexique on attend? Moi, j'ai dit ordinaire, parce que ça va un petit peu comme quoi c'est un ami. C'est pas une réponse d'un psychologue ou d'un expert, alors on n'est pas dans le très élevé ou élevé. Oui, on est dans le registre du personnel, entre guillemets. Hein. Ton ami, ta petite amie, à la maison, la plage, enfin, des choses assez simples et concrètes, effectivement. OK. La construction des phrases, la syntaxe. Qu'est-ce qu'on attend comme type de syntaxe? Des phrases courtes.
Simple, c'est-à-dire sujet, verbe, complément? Ben quand même, là, regardez, s'il arrive à comprendre, si votre étudiant il arrive à comprendre des phrases complexes, puisque là, dans ce petit texte-là, il y a quelques phrases complexes, il pourrait en produire. D'accord? Si on les comprend, on peut aussi les produire. Donc, des petites phrases complexes. Ça veut dire, alors on y arrive. Quel niveau vous estimez pour cet étudiant? B1? On a un A2, oui. On a un A2 acquis ici et on est en cours de B1. C'est-à-dire qu'on est sur les premières heures du B1. D'accord? Tout ce qui est conseil, c'est la fin du A2. D'accord? C'est de l'A2 acquis. Mais là, on est sur l'acquisition du B1. Donc, on est à une cinquantaine d'heures du B1. OK? Mais ce n'est pas du B1 acquis. C'est-à-dire qu'on n'est pas en fin de B1. OK? Deuxième production. Pareil, même exercice. Vous prenez 5 minutes pour essayer de repérer ce que l'on attend de l'étudiant, les compétences pragmatiques et les compétences linguistiques. Mal à écrire les étudiants parce que souvent on écrit à cher Lucas. Là, en l'occurrence, on n'écrit pas une lettre à cher Lucas, on écrit au courrier des lecteurs. Donc, quand on écrit au courrier des lecteurs, au début, c'est pas chers amis, chers tous, c'est on commence généralement, c'est comme un forum finalement sur Internet un petit peu, d'accord? Donc en termes de pragmatique, une lettre dans laquelle il y a quoi? Une description, donc une situation personnelle, ok? Oui, ok. Et on demande un conseil. Très bien. Dans cette situation, donc on raconte une situation passée, mais qui est d'ordre concret ou d'ordre abstrait, la situation. La situation est concrète, mais elle fait appel à des sentiments, des émotions. Ok, alors ça c'est un point important parce que si on était sur une lettre qu'avec une situation concrète, genre hier je suis allée chercher le pain chez le boulanger et il m'a vendu du fromage. Ok, là on est sur courrier des lecteurs, situation concrète. Ici on fait appel à des sentiments, donc on est d'un niveau un peu plus élevé. Ok. En termes de compétences linguistiques maintenant. Utilisation de connecteurs, oui, pour créer une espèce de cohérence dans votre lettre. Ok. Déjà, raconter les faits au passé composé. Passé composé. Très bien, en termes de temps du passé composé. Quand je raconte avec des sentiments, quel temps j'utilise? Pardon? Passé simple? Quand je raconte mes sentiments? Par exemple, essayez d'imaginer la situation. Donc, vous racontez une expérience émotionnellement forte. Je me suis sentie trahie, ou les conséquences que cette situation aura. J'ai peur que cela se reproduise. Subjonctif, ok. En termes de lexique, ouais, sentiment, émotion. Mais un petit peu précis, parce que là on va essayer de décrire quelque chose qui est un petit peu abstrait ou objet
objectif pour la personne qui raconte, mais plutôt subjectif, et il va falloir mettre des mots qui vont expliquer un concept qui est personnel à une personne. Oui, voilà, des sentiments, des émotions, comme on disait tout à l'heure. Donc on est sur quel niveau? C1. Vous avez 120 mots. B1. Ouais, B1 un peu plus acquis que tout à l'heure. Hein. On a avancé dans le B1. C'est aussi, j'ai choisi 2 productions de B1 pour que vous voyez que B1, on a dit que ça représentait, le bloc B1 représente 300 heures à peu près, entre 300 et 350 heures. Donc sur 300-350 heures, on peut, hein, dans les deux, il y a une demande de conseil. D'un côté, c'est des conseils à un ami qui vient d'avoir un problème avec sa copine, d'accord? Et puis de l'autre, on est sur vraiment le côté émotionnel, le psychologique, etc. Donc on a avancé en B1, d'accord? On est sur 2 productions. L'une peut être un début de B1, d'accord, la première, et la deuxième ici, elle est en milieu, voire fin de B1. D'accord? Ici, on voit un petit peu la différence. Mais Lucas, qui écrit son courriel, son message, il serait plus un B1, plus avancé que... Parce qu'on te demande conseil, on décrit la situation. J'étais supposé partir en vacances 15 jours. Oui. Elle ne veut plus. Alors non, Lucas, en fait, enfin, au-delà de ça, la production de Lucas, elle peut être comprise, donc on est dans de la compréhension, par un début de B1. C'est-à-dire que, mais après, la personne qui lit, l'ami de Lucas, donc notre étudiant, hein, il n'est peut-être pas capable de faire la même production que Lucas. Lucas, il est francophone finalement, hein, puisqu'il a écrit sans difficulté. Et puis quand on écrit ou quand je parle, je ne fais pas attention. Si parfois je peux parler, je peux avoir un niveau A1 parce que je fais des phrases simples, je suis en train de décrire ce que je mange. Ou je peux avoir un niveau C2 parce que je suis en train... Quand on est francophone, on est sur tous les registres, entre guillemets, enfin sur tous les niveaux. Oui, mais si on prend 2 étudiants, oui. Le premier il écrit la demande, il écrit son problème avec sa copine, puis le deuxième il répond au problème de l'autre. Oui. Ben parce qu'en B1, en l'occurrence, on peut être capable de comprendre le problème et d'y répondre. Mais en lisant... parce que j'essaie juste de comprendre, là, supposons que vous recevez, à titre de sujet numéro 2, vous recevez la lettre de Lucas. Oui. Ça, c'est qualifié, c'est un peu plus que B1, ça? Non, c'est B1. C'est B1. Et puis, ces 2 sujets, finalement, fonctionnent de pair. Donc, le candidat qui est en train de répondre au sujet numéro 2 a déjà fait le sujet numéro 1 et donc du coup il peut s'inspirer un petit peu de ce qu'il a vu dans du sujet 1 pour écrire son sujet 2. C'est aussi un appui entre guillemets. En B1 on a encore ces appuis pour le candidat pour qu'il ne soit pas démuni, il n'ait pas juste une phrase et il doit y répondre. C'est pas toujours compartimenté les questions là, il y a quand même une certaine suite. Logique entre... La suite des questions dans un examen comme ça. Pour les compréhensions, ouais. Tu veux dire? Oui, les compréhensions jusqu'en niveau, jusqu'en C1, les compréhensions orales sont par ordre chronologique. C'est-à-dire que l'étudiant écoute et répond aux questions dans l'ordre de l'écoute. Les questions ont à voir avec l'ordre. Notre objectif n'est pas de faire des pièges à nos étudiants. Encore une fois, hein, on a vu le CECR est dans une évaluation positive, donc l'objectif est de vérifier qu'il a bien compris le document. Et on n'a pas besoin de mélanger les questions et de mettre la dernière question, ou le début du document sur la dernière question. Non, l'idée c'est de suivre. Ce que tu disais était très intéressant et souvent c'est un débat que l'on a quand on fait les examens. Sur le degré d'élaboration des phrases quand il s'agit d'une compréhension. Parce que c'est vrai qu'une compréhension, on ne va pas évaluer son niveau d'écriture, on va évaluer son niveau de compréhension. Donc c'est pour ça que
en B1 par exemple, en B2 pardon, sur la compréhension orale du Liban, c'était beaucoup de vrai-faux. Parce que finalement, ce qui nous importe, c'est de nous assurer que l'étudiant a compris le document. Pas qu'il sait écrire dédain ou qu'il sait écrire engouement. On s'en fiche. L'idée, c'est qu'il puisse reconnaître qu'il a entendu ce mot dans le texte. OK ? Dernier petit exercice. Cette fois, ça va être une production orale. Donc, je vais vous montrer un document. Nous avons filmé un étudiant. Voilà. Et nous allons donc voir avec cette jeune fille, Philomena. Donc, la consigne est la suivante. Vous allez essayer de repérer les consignes que lui donne l'examinateur, d'accord ? Donc, finalement, le sujet qu'elle a dû traiter, d'accord ? Et dans un deuxième temps, vous allez voir si elle y a répondu à ce sujet. D'accord ? Et dans un troisième temps, évaluer quel est le niveau de cette étudiante. Sachant que on est en mode oral, examen, donc du coup, bon. Bonjour et puis merci d'être venu pour passer l'épreuve de production orale d'ELF A2. Ah bah mince, il dit, je savais pas, c'est pas grave. Je m'appelle Philomena Marito, j'ai 17 ans et je suis née à Caligny le 6 mars 1994. Caligny, c'est une petite ville dans la province de Palerme. Je vais au lycée, et au lycée de langue. J'étudie le français, l'anglais et le latin. Et je suis musulmane. Et dans mon temps libre, j'aime danser, j'aime jouer au volleyball, et je joue avec ma petite sœur qui est ma mère, qui s'appelle Giovanna, elle a 41 ans, elle travaille à la mairie de la ville et elle est employée. Mon père est employé aussi et il travaille aussi à la mairie. Et ma sœur a 21 ans, elle travaille dans sa magasin. Et depuis mon frère, qui a 11 ans. Vous avez 4 4. Il va à l'école. Et puis, ma petite sœur qui est bien. Très bien. Et donc, qu'est-ce que vous faites aussi en général comme activité? Moi, ma famille. Oui, le week-end. Le week-end, nous allons trouver mes grands-parents, mes parents, et nous allons visiter des villes, nous allons faire du shopping. Merci beaucoup. Alors on va passer à l'exercice 2, suivi. Est-ce que tu peux me lire le sujet? Quel est votre film préféré? Quels sont les acteurs de ce film? Et pourquoi pas ces films? Le film que j'ai choisi, c'est Twilight. Les acteurs de ce film sont Robert Thomas Pattinson et Kristen Stewart. Ce film parle d'une histoire d'amour avec un vampire et une fille humaine. C'est Bella et Edward, et dans le film il s'appelle aussi. Se rencontre à l'école. Elle tombe amoureuse et il aussi. Il s'est fiancé. Et un
un jour, ils vont jouer au basket. Mais donc, ils rencontrent des vampires nomades qui s'appellent Laurent, James et Victoria. James sont le deux de Bella et il veut la mort. Mais la famille d'Edouard et Edouard vont protéger Bella. Et le vampire nomade et puis Edouard dit à Bella qu'il doit fuir de Forte, qui est une petite ville qui se trouve in Washington. Ma Bella dit non parce qu'à Fox se trouve son père. Elle veut lui abandonner. Mais puis elle change d'idée. C'est vraiment un film que tu as aimé, tu as aimé? Oui. D'accord. Je me sens pleine de poster. D'accord. Ah, donc tu as lu les livres aussi? Oui, je l'ai lu. Il y a 4 tomes? Oui, oui. D'accord. Pourquoi est-ce que tu aimes ce film? Parce que je suis romantique. D'accord. Parce que les acteurs sont beaux, les actrices sont belles. D'accord. Donc dans ta chambre, tu as le poster? Oui, oui. Ouais. D'accord, très bien. Ben, merci de nous avoir en plus raconté toute l'histoire. C'est le premier film que tu nous as raconté. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Donc, nous allons passer au dernier exercice. Exercice 3, exercice en interaction. Alors, donc, nous allons... alors, cette année, vous n'êtes pas dans la même classe que votre meilleur ami, donc nous ne sommes pas dans la même classe. Mais nous décidons de nous inscrire à une activité sportive pour être ensemble. Donc, on va discuter ensemble de tout ça. Je joue ton meilleur ami. La meilleure amie, c'est toi qui décide. Voilà. Salut Vincent, comment ça va? Ça va très bien, et toi? Bien. Dis-moi un petit peu, nous faisons du sport ensemble. Quel sport nous faisons ensemble? Je ne sais pas, j'en ai aucune idée. Enfin, moi j'aime beaucoup le foot et le tennis. Et toi? J'aime le tennis. Ah, tu aimes le tennis aussi? Oui. Bon, déjà c'est bien, on est d'accord sur ça, très bien. Donc, mais alors, un petit picado, hein? À quel jour déjà? Le mercredi va bien. Mercredi. Plutôt jeudi. Oh, ok, va bien. Jeudi, c'est. Oui. À 4 heures? 16h, j'ai quelque chose. Non, c'est très bien. 16h. D'accord. Donc, on se donne rendez-vous. Oui, on se donne rendez-vous. Donc, chaque semaine à 16h. Jeudi à 16h pour le tennis. Oui, nous rencontrons devant la mairie. D'accord, devant la mairie. Très bien. Bon, ben alors, rendez-vous jeudi à 16h devant la mairie. À tout à l'heure. Au revoir. Ok. Alors, combien d'exercices il y a? 3. Ok. Le premier exercice, en quoi consiste-t-il? Se présenter. Effectivement, se présenter. Présenter aussi sa famille. Ok. Parler de ses goûts. Très bien. Ok. Là, on est sur quelle compétence? Présenter, se présenter, pas...
Sur quel, pardon, c'est moi qui débloque. Sur quel niveau? A1, ok. Pour se présenter, présenter sa famille, ok. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, finalement, quand on parle en général, vous, avec le niveau que vous avez maintenant, on oscille entre le niveau A1 et le niveau C2 en permanence, en fait. Hein. Donc, est-ce que pour autant, cette étudiante a un niveau A1? Non, parce qu'elle d'argumenter également. Par exemple, quand elle doit parler, bon, elle n'a pas trop fait, mais quand elle doit parler, justement, choisir un sport, je pense qu'il demandait un petit peu d'argumenter sur. Oui, d'argumenter ou de. Ce qu'il voulait faire. De le convaincre, en tout cas. Ok. Deuxième activité, elle consiste en. Raconter son film préféré. Ok. Là encore, est-ce qu'elle a répondu à la consigne? Oui. Ok. Est-ce qu'elle a été plus loin que la consigne? Elle est rentrée dans les détails. Hein. Donc, ici, elle a été même plus loin que ce qu'on demandait. On lui demandait de raconter son film. La consigne exacte, c'était quel est votre film préféré? Qui sont les acteurs? Et je crois qu'il n'y avait même pas la demande de description du film. Hein. On était vraiment sur quelque chose de simple. Et la dernière consigne? Mais cet exercice-là, en soi, c'est quel niveau de compétence? Parce que pour la première question, vous avez dit A1, mais pour la film, c'est A2. A2. En fait, la première, se présenter, vous l'avez pour les 3 épreuves. Le A1, du A1 au B1, il y a toujours une partie « Présentez-vous » en fait. D'accord? C'est là où l'étudiant peut récolter quelques points, généralement. Ben, j'ai remarqué que les 10 premières secondes, elle déballait ça là, comme si c'était répondu par cœur. Elle cherchait, ses yeux parlent beaucoup parce qu'elle avait les yeux dans les airs, donc elle cherchait sa mémoire. Et après ça, le quand ça commençait, c'est là que l'improvisation. Parce que c'est exactement, la deuxième épreuve, elle n'a pas de préparation en fait pour l'histoire, pour le film. Hein. Elle part directement. Alors, autre chose au niveau de l'accent, hein, pour ceux qui ont déjà des étudiants ou qui sont là depuis assez longtemps. Je ne sais pas si vous avez cette impression, mais c'est vrai que quand on écoute Philomena au début, on se dit « Oh là là, on ne comprend rien ». Pourquoi? Parce que notre oreille est habituée aux hispanophones, en fait. Hein, et qu'elle a un accent italien. Elle est italienne. Ma, va bene. Alors, en fait, effectivement, c'est pas forcément... Donc, dans un premier temps, quand on l'écoute, on dit « Oh, elle a un mauvais niveau !» Vous n'avez pas eu cette impression? Parce que, de fait, c'est pour ça que je choisis aussi cet extrait, pour vous sensibiliser sur l'importance que l'on a, chacun d'entre nous, sur l'oreille, comment notre oreille se prépare à des étudiants à recevoir une information avec un certain accent. C'est pour ça aussi que, généralement, on a tendance à moins pénaliser ici la phonétique, par exemple, parce que nos étudiants, souvent, le je, le ye, hein, ils ne l'ont pas forcément maîtrisé, alors que... Il y a des erreurs de genre. Tombe amoureux alors que c'est tombe amoureuse. Des accords. Alors, est-ce qu'en en A2, pardon, est-ce que ces fautes d'accords vont être sensiblement pénalisées? Est-ce qu'on s'attend à ce qu'une étudiante en A2 ne fasse pas ce genre d'erreur? Non, A2, c'est encore débutant. C'est encore survie. Oui, c'est le niveau de survie, effectivement. Moi, je l'ai noté, mais quelqu'un d'autre pourrait le noter aussi, mais on en fait fi. Oui, ça n'empêche pas la compréhension de l'étudiante. Okay. Et enfin, le dernier sujet, donc, comme disait Andino, on est sur un sujet où elle doit essayer de convaincre l'examinateur de choisir le même sport et le même horaire. Okay. C'est un dialogue. Un dialogue avec derrière quand même cette... là encore, est-ce que l'étudiante a répondu à la consigne? Oui. Je pense que vous voulez l'amener à quelque chose, à développer un peu plus. Oui.
pas trop été le cas, mais c'est là aussi où vous voyez l'importance de l'examinateur, où vous voyez votre importance. Vous aussi, vous allez devoir à un moment évaluer des étudiants. Hein. Votre objectif est de les conduire vers la réussite et donc du coup de les conduire vers la réussite de la consigne, l'aboutissement de ce que vous attendez d'eux, d'accord Je pense qu'elle n'a pas vraiment réussi la consigne, mais l'examinateur a fait en sorte, enfin il a fait avec en fait. Et parce que si le but c'était de convaincre son examinateur. De se mettre d'accord, c'était. Oui. Et ben, en fait, elle a suivi ce que l'examinateur a proposé. Donc, en fait, elle n'a pas trop argumenté. Elle a dit oui, ça va. Donc, mais elle a quand même proposé le lieu, par exemple. Donc, l'idée, c'était de se mettre d'accord sur l'heure de l'activité, le lieu et l'activité en soi. Donc, l'activité en soi, elle a proposé 2 activités. Il lui a répondu le tennis. Ils étaient d'accord. L'heure de mémoire, c'est lui qui a proposé l'heure et elle lui a dit oui. Elle a proposé mercredi, lui a dit non, pas mercredi, jeudi. Voilà. Et là, elle n'a pas rebondi. Mais c'est là encore où l'examinateur a un grand rôle. J'ai un document à vous montrer là sur la fin sur notre rôle en tant qu'examinateur lorsque l'on évalue un niveau d'étudiant. C'est aussi de poser les questions. Si je vous demande est-ce que tu aimes ton père ou ta mère? Ben déjà, je donne la réponse, d'accord? Alors que si je lui demande dans ta famille qui tu préfères, là, je ne donne pas la réponse à l'étudiant. Il faut toujours penser à des questions ouvertes et des stratégies pour que les étudiants soient en mode de... C'est eux qui apportent les réponses. Donc c'est pour ça que là, je dis bémol quand tu dis elle n'a pas forcément répondu. Oui, mais l'examinateur n'a pas forcément aidé non plus. Hein. Donc il faut toujours tempérer quand c'est comme ça un petit peu. Dans les textes que j'ai lus, on dit qu'il faut toujours demander plus que ce que l'élève sait, sinon il ne progresse pas. Bien sûr, il ne met pas de difficultés qu'il ne progresse pas, il ne progresse pas. Alors, je ne suis pas forcément d'accord, surtout quand on parle d'évaluation positive, puisque notre idée est d'évaluer les connaissances de nos étudiants. Mais notre objectif n'est pas de les piéger non plus. On a parfois des examinateurs lors d'examens de type DELF, donc ça c'est un examen type DELF, qui ont cette tendance par le niveau de l'étudiant qui est plus élevé que celui pour lequel il passe l'examen, à dire « Ah bah attends, mais il sait plus en fait, il sait se présenter, mais il sait aussi présenter sa famille, nous, comme elle dit ici, décrire les activités qu'elle fait avec eux. Là, on est sur plus que du A1, donc du coup, bah, je vais continuer maintenant, je joue même, on ne les filme pas nos étudiants. Mais ils sont face à 2 jurys. Donc il y a 2 personnes en face d'eux, c'est aussi stressant qu'une caméra finalement, je pense, que d'avoir 2 personnes, dont une qui ne parle pas du tout, puisqu'il y a le note, elle prend les notes, et l'autre qui parle. Et là, il y avait une personne non, là, je pense que... si elle était là, elle était cachée derrière la caméra, mais oui, il y avait forcément une autre personne, puisqu'il y avait la caméra, et généralement, c'est filmé par quelqu'un. Mais il y a toujours, normalement, un double jury, comme il y a double correction aussi des épreuves. OK ? Est-ce que ça vous semble plus clair, les niveaux, maintenant? A1, A2, B1, B2 ? Oui? Vous seriez prêt à prendre des étudiants en B1 demain? Alors, ce qui va aussi beaucoup vous aider dans les prochaines semaines, c'est les observations de classe, où vous allez observer certains niveaux, d'accord, pour voir aussi les difficultés des étudiants face à un niveau, face à un autre, d'accord, les facilités, les compétences qu'ils développent dans chaque niveau. OK? On va en rester là pour aujourd'hui. Je vais vous redistribuer le planning du coup modifié. Donc la semaine prochaine, on va faire les outils cognitifs. Je suis désolée, je vous avais dit que c'était la dernière formation aujourd'hui avec moi. En fait, il y a la semaine prochaine. On a décalé du coup. Les outils cognitifs, donc je vous... Le cours qu'on a manqué la semaine passée. C'était celui-ci. C'est celui-ci, mais est-ce qu'il y a une reprise Alors voilà, c'est pour ça que je vous redistribue le planning en fait. Parce qu'il y a eu des petits changements. On pourra avoir des PowerPoint. Oui, bah oui, je sais, j'ai oublié de vous les... Je suis désolée. En plus, je vous promets, hein, je vous l'ai dit.
je vous l'ai dit. C'est qu'entre-temps, j'ai eu une petite demande du ministère de l'Éducation pour un curriculum haut en couleur que je dois fournir. Donc du coup, j'ai zappé. Non, personne pour l'instant. En fait, on attend d'avoir passé, et de fait, on va prendre peut-être un petit peu de retard, mais après, ça va aller vite. Parce que l'idée, c'est que tant que vous n'avez pas fait l'atelier sur la construction de l'unité didactique, donc jusqu'au 29 janvier, les observations ne vont pas être faites de manière optimale, parce que c'est la construction de l'unité didactique qui va vous apporter les premières bases des premières observations, en fait. Mais donc du coup, la semaine prochaine, on a un petit atelier sur les outils cognitifs, ce qui se terminera à 18h30, peut-être 18h. Comme aujourd'hui, en fait, j'ai calculé un peu large. L'atelier phonétique, notez bien qu'il sera jusqu'à 20h le 10 décembre. Jeudi 10 décembre. OK ? Cet atelier-là est assez important. C'est pas le vendredi, c'est le jeudi, ouais. Jeudi 10 décembre. Ça ira pour tout le monde ? C'est le seul atelier qui aura lieu un jeudi. Mais parce que la professeure, le vendredi, est en cours, en fait. Ouais. C'est le jeudi et c'est jusqu'à 20h. OK ? Après, c'est les vacances, donc on vous laisse tranquille pour fêter Noël en paix. Ensuite, le 8 janvier, on reprendra avec donc, le fameux atelier sur 2 vendredis sur la construction d'une unité didactique. Le 8 et le 29. Alors, pourquoi il y a un espace aussi grand entre les 2 ateliers ? Tout simplement parce que entre les 2, nous avons les rentrées scolaires de l'Alliance. Donc du coup, on a les distributions de cours le vendredi, le premier vendredi, donc le vendredi, pas le 8, le suivant. Puis ensuite, le vendredi suivant, c'est les rentrées des sabbatinos, donc des cours du samedi. La veille, je me réunis avec les professeurs. Donc du coup, je n'ai pas beaucoup de professeurs de disponibles. Mais le 29, vous reprendrez. Qu'est-ce que j'allais vous dire aussi sur ces ateliers ? Non, rien de plus. Oui, il y aura les vidéos de Franklin. Sur le 29 ou sur les 2 ? Sur celle du 8. D'accord, ok. Ok, donc voilà. Et oui, c'était ça, Delphine, qui sera l'intervenante sur la phonétique, va vous envoyer un mail d'ici peu, parce qu'elle a des petites choses à vous demander avant l'atelier. Des petites lectures, ou voilà. Donc elle va prendre contact avec vous via le mail du Vivier, en fait. Hein. Ok ? Ouais, je suis désolée. Je suis désolée. Dis-moi. Moi j'ai 2 questions. Et la première, c'est que sur l'autre planning, il y avait des cours jusqu'au mois de mai. Ah oui, c'est juste qu'on a... en fait, comme je pense que c'est un planning encore provisoire qui risque de changer, donc je ne me suis pas embêtée à tout remettre. Mais en plus, donc après le mois de mai, de fait, il y aura de nouveaux ateliers, comme je vous disais en début de formation. Il y a notamment un atelier sur la BD, un atelier sur la poésie, qui sont en cours d'élaboration et qui viendront compléter votre planning. Donc même celui que je vous avais distribué au début, qui se terminait au mois de mai, continuera après les dates qui étaient marquées. Et la deuxième petite question, c'est du coup, on prend rendez-vous quand ? Eh bien non, ça sera du coup après vers le 20, enfin à partir du 8 janvier, vous pourrez venir me voir, mais j'aurai réellement le planning de mes professeurs le 12. Donc du coup, je pourrais réellement vous caler sur les professeurs et sur les horaires que vous avez de libre après le 12 janvier. OK ? Et les thématiques BD, poésie, comme tu viens de mentionner, ça sera en thématique optionnelle ? Oui, en optionnel. Tout à fait. OK ? Merci beaucoup de votre attention et puis bonne soirée à tous. Merci. Profitez de votre week-end pour ceux qui ont des week-ends.